Le 25 octobre 2007, une affaire éclate et secoue la NBA. Un arbitre de renom est accusé d'avoir parié sur ses propres matchs. L'histoire, qui se révèle être un mélange explosif de trahison et de manipulation, met en lumière les failles de l'intégrité sportive au sein d'une des ligues les plus surveillées au monde. Comment un arbitre, qui officiait depuis plus de 10 ans, est soupçonné d'avoir influencé les décisions arbitrales pour favoriser ses paris. Ce scandale a fait l'effet d'une bombe. Plus qu'une simple affaire de paris, c'est une vraie claque pour la NBA qui se retrouve face à des questions sur la transparence et l'intégrité de ses compétitions. Pour les fans comme pour la ligue, cette histoire laisse un goût amer et marque un tournant dans la manière dont les ligues sportives surveillent leurs arbitres et protègent leur réputation. Nous sommes dans les années 80 en Pennsylvanie, au lycée Cardinal O'Hara. Et c'est ici qu'un jeune de 17 ans, Tim Donaghy, commence sa scolarité. Tim vient de Averton, une banlieue de Philadelphie où il baigne dans le monde du sport depuis tout petit. Son père, Gary Donaghy, est une figure respectée dans le milieu du basket universitaire, un arbitre de haut niveau qui officie pour la NCAA. Autant dire que Tim est tombé dedans dès son plus jeune âge, avec un modèle d'autorité et de discipline à la maison. Au lycée Cardinal d'O'Hara, Tim n'est pas le seul futur arbitre de NBA à traîner dans les couloirs. Il fréquente aussi un certain Joey Crawford, Mike Callan et Ed Malloy, des potes à lui qui eux aussi, sans le savoir à cette époque, finiront par faire carrière dans l'arbitrage de haut niveau. Durant ces années, Tim se fait un nom dans le sport. Après le National Basketball Referees Association, il décroche des honneurs en baseball et en basket, le All Catholic, le All Delaware County, des initiatives qui regroupent les écoles et les paroisses catholiques dans le comté du Delaware. En fait, ces distinctions, elles visent à renforcer la communauté catholique en organisant des événements, des activités sportives et des projets de service pour vivre ensemble. Bref, c'est des distinctions que beaucoup de jeunes rêvent d'obtenir. Mais là où ça devient intriguant, c'est que son ancien coach de baseball de l'université de Villanova, George Bennett, remet tout ça en question. D'après lui, Tim n'a jamais vraiment fait partie de l'équipe universitaire et n'aurait jamais été sélectionné dans les équipes All Catholic ou All Delaware Country. En fait, c'est un premier signe que le parcours de Tim Donaghy n'est peut-être pas aussi limpide qu'il n'y paraît. Finalement, en 1989, Tim décroche son diplôme en vente et marketing à l'université de Villanova. Et pendant ses années à Villanova, il aurait aussi joué dans l'équipe de baseball, bien que, encore une fois, les avis divergent sur ce point. Et Villanova, c'est que le début d'un nouveau chapitre où Tim va allier sa passion pour le sport et ses compétences en affaires. Il va commencer une carrière qui sera, pour le moins, tout sauf ordinaire. En fait, Tim, dans ses années au lycée, au Cardinal d'O'Hara, est décrit comme un jeune homme au tempérament explosif. En fait, c'était pas le genre de personne à laisser passer une offense réelle ou même perçue. Selon Tommy Martino, son ami de toujours et futur complice dans ce scandale, Tim avait ce qu'on appelle un caractère difficile. Cette agressivité et ce besoin de contrôler les situations allaient devenir des traits qui le suivraient bien au-delà de ses années scolaires. Ce caractère venait d'ailleurs peut-être du fait qu'il avait été élevé dans une famille très compétitive. Donaghy avait 4 frères, et il raconte même qu'un jour, en rentrant chez lui, après avoir gagné un trophée de 2e, il l'aurait jeté dans le buisson à cause de la honte de ne pas avoir fini premier. Donc vous comprenez bien que le ton est donné, Donaghy est un gagnant et un compétiteur sans limite. Et selon certaines sources, il serait tellement compétitif qu'il serait même prêt à tricher pour arriver à ses fins. Si je dis ça, c'est qu'on a un exemple concret. Par exemple, lors de son admission à l'université de Villanova, il aurait demandé à quelqu'un de passer le test d'entrée à sa place. Même ses professeurs de lycée se souviennent d'un élève qui semblait prêt à tricher pour arriver à ses fins. Un enseignant va même raconter une anecdote lors d'une interview que tous les devoirs que Tim lui rendait lui paraissaient copiés, comme si la tricherie faisait partie de sa méthode pour avancer dans la vie. Mais ce qui motive Tim dans la vie, c'est bien évidemment le basket, mais c'est surtout comme son père, c'est l'arbitrage. Après des années à jongler avec ses démons et son tempérament explosif, Tim ne va avoir qu'un seul objectif en tête, entrer dans la NBA en tant qu'arbitre. Mais avant d'atteindre ce sommet, il va passer par plusieurs étapes cruciales qui vont forger son caractère. En fait, Tim ne s'est pas levé un matin pour se retrouver en NBA, sinon ce serait un peu facile. Évidemment, non, il a mis du temps. D'abord, il va passer 5 ans à arbitrer dans les lycées de Pennsylvanie, à apprendre les ficelles du métier. Ensuite, il va passer 7 saisons de le Continental Basketball Association, la CBA, où il va même avoir l'honneur d'être l'arbitre en chef du match des étoiles en 1993. Et c'est pas rien, alors qu'il se frayait un chemin dans le milieu compétitif, il va enfin recevoir en 1994 le précieux appel de la NBA, et c'est là que sa carrière d'arbitre va vraiment décoller. On est en 1994 et une fois arrivé en NBA, Tim Donaghy ne perd pas de temps. Sur les 13 années qui suivent, il va arbitrer 772 matchs de saison régulière et 20 matchs de playoff. Avec son numéro 21 sur le dos, il est sur le terrain et il fait parler de lui. Il participe même à des initiatives comme le programme Read to Achieve, allant jusqu'à des événements scolaires lors des finales des NBA de 2002. Bon, comme ça on dirait que tout s'est bien passé, mais ça n'a pas toujours été le cas. Comme beaucoup d'arbitres, il doit gérer des situations assez tendues.
Par exemple, on est en 2003 et il se retrouve face à Rasheed Wallace. Après avoir sifflé une faute technique pour un ballon lancé sur un autre arbitre, Wallace l'a pas du tout apprécié et a littéralement explosé après le match. Résultat, une suspension de 7 matchs pour Wallace, une des plus longues de l'histoire de la ligue, pour un accident sans violence physique. Et en vrai, des situations comme ça, il y en a eu beaucoup. Par exemple, en 2004, les Pacers et les Pistons s'affrontent. Une bagarre générale éclate et Tim est au cœur de l'action à ce moment-là, avec tout ce que cela implique. La pression monte et une question émerge à l'époque, va-t-il réussir à naviguer avec la pression constante des matchs? Et bien au début de sa carrière, Tim c'était loin d'être un arbitre modèle. Entre ses erreurs de jugement, ses décisions controversées et la pression d'un monde où chaque mouvement est scruté par des milliers de fans et de médias, sa position semblait plutôt fragile et beaucoup d'analystes ne pensaient pas qu'il allait réussir dans la ligue. Mais en vrai, la suite va lui donner raison, parce qu'au fur et à mesure des saisons, Tim commence à devenir un arbitre respecté. Il commence à comprendre l'importance de la communication sur le terrain, et c'est pas seulement une question de décision, c'est aussi une question de gestion des relations humaines. Au fur et à mesure, dans les situations tendues, il va devenir de plus en plus calme, plus posé, et ses décisions deviennent de plus en plus justifiées, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan éthique. Sa rigueur, sa cohérence dans ses décisions et sa capacité à rester calme sous pression lui permettent de s'imposer. À tel point que quelques années plus tard, il va finir par faire partie des arbitres les plus respectés de la ligue. Et non seulement par ses collègues, mais aussi par la NBA et les fans. Si bien qu'il va finir par arbitrer les matchs de playoff, des matchs à enjeu où les meilleures équipes s'affrontent pour remporter le titre à partir de la saison de 1998. Bon, tout a l'air ok du coup, d'arbitre peu respecté, Tim est en train de devenir un arbitre de très haut niveau. Et à première vue, tout semblait normal. Donaghy fait des apparitions régulières lors des matchs les plus importants, et ses décisions, bien que parfois contestées, semblent être dans la lignée de ce que l'on attend d'un arbitre de ce calibre. Mais derrière cette image, quelque chose va commencer à éveiller des soupçons. Nous sommes désormais quelques années plus tard, en juillet 2007, et un chroniqueur du New York Post, Murray Weiss, révèle l'existence d'une enquête du FBI sur des allégations accablantes. Un arbitre de la NBA, dont le nom reste encore mystérieux à ce moment-là, serait impliqué dans des paris illégaux sur des matchs truqués. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que cet arbitre aurait placé des paris pour des dizaines de milliers de dollars sur des matchs de la NBA durant 2 saisons, celle de 2005-2006 et celle de 2006 et 2007. Mais le pire reste encore à venir. Bon, pour le moment, ce ne sont que des allégations, des soupçons, et rien n'est vraiment officiel, et aucun nom n'est encore apparu dans la presse. Et ça, c'est pour une raison très simple, c'est que de base, l'enquête du FBI, elle visait pas Tim Donaghy directement. En fait, le FBI enquêtait sur un groupe de criminels et de parieurs illégaux, et en menant leur enquête, ils vont remarquer que plusieurs coups de téléphone avaient été passés vers le numéro de Tim Donaghy. Les enquêteurs découvrent que ces appels ne sont pas simplement des conversations anodines, ils viennent de découvrir un indice crucial. Cet indice y mène à la suspicion que l'arbitre pourrait finalement être impliqué dans bien plus qu'un simple pari personnel. Et à partir de là, l'enquête va prendre une toute nouvelle direction. En creusant un peu dans la vie de Tim Donaghy, le FBI va faire des découvertes pour le moins originales. Il s'avère que notre cher Tim faisait du golf au Country Club de Pennsylvanie. C'est d'ailleurs là-bas qu'il aurait rencontré plusieurs de ses amis avec lesquels il partageait une passion commune, celle des casinos, du poker, bref, des jeux d'argent. Et vous le savez peut-être, mais en tant qu'arbitre de haut niveau, vous n'avez pas droit de parier sur des jeux d'argent, que ce soit dans le sport que vous pratiquez, et même dans les casinos, en règle générale. Alors pour éviter de se faire reconnaître, Tim racontera qu'il mettait des casquettes sur la tête et qu'il se faisait plutôt discret quand il allait dans ce genre d'endroit. Et pour le FBI, c'est une preuve encore plus solide que Tim pourrait être impliqué dans une histoire de tricherie. Alors le FBI va mener l'enquête et ils vont découvrir comment tout ça aurait commencé. Ce serait durant une soirée au Country Club en 2003 qu'un de ses amis, Jack McCannon, lui aurait demandé des conseils sur les 3 matchs qui se jouaient le soir même. Tim se serait renseigné en regardant les cotes et en se renseignant sur les arbitres qui étaient là ce soir. Et bingo, le soir même, ces 3 prédictions vont se révéler être les bonnes. Et ce serait à partir de ce moment-là que tout aurait commencé pour Tim. Au fur et à mesure des matchs, Jack McCannon et Tim auraient commencé à parier sur les matchs de NBA et plus particulièrement sur les matchs que Tim arbitrait. À ce moment-là, on est en mars 2003 et les deux amis vont continuer pendant plusieurs mois de parier sur des matchs. Durant une interview réalisée des années plus tard, Tim va même avouer qu'il avait voulu arrêter de parier, mais que le frisson du jeu était beaucoup trop fort. Et pire, qu'il faisait même pas ça pour l'argent, parce qu'il gagnait suffisamment sa vie en tant qu'arbitre. Au final, ça aurait pu rester là, et personne n'en aurait jamais rien su. Mais sans qu'il le sache, Tim va commencer à se faire avoir par Jack. En fait, Jack ne se contentait pas de parier, mais aussi de donner de l'information à d'autres personnes. Et notamment à un certain Jimmy DeShit, un courtier qui se faisait appeler Movers. C'est un peu un intermédiaire entre les bookmakers et les clients, il récupérait l'argent des clients, les plaçait sur des paris et prenait sa commission en cas de victoire. Et vous vous en doutez, avec les informations que Jack lui donnait,
il augmentait fortement ses chances de gain. Et rapidement, les sommes mises en jeu passent de quelques centaines de dollars à plusieurs milliers de dollars tous les soirs. Bon, c'est un peu le bordel à ce moment-là, et les parieurs vont commencer à devenir de plus en plus nombreux, au point où ils vont créer un groupe de parieurs appelé The Animals. Dans ce groupe, il y avait principalement des parieurs qui prenaient des risques importants en plaçant des paris sur les matchs. Et les parieurs, étaient souvent liés à des groupes de parieurs illégaux, voire même des réseaux de la mafia. Si bien qu'en 2005, les sommes investies sur chaque match sont à près de plusieurs dizaines de milliers de dollars. L'argent, vraiment, elle coule à flot à ce moment-là. Par exemple, un membre du Country Club et des Animals va même avouer qu'entre 2003 et 2007, ils n'ont pas raté un seul match arbitré par Tim Donaghy. Mais nous sommes en 2006 et Tim va commencer à prendre peur de se faire avoir. Et en même temps, il se rend compte que toutes les infos qu'il donne, beaucoup de gens en profitent et le réseau criminel derrière est juste gigantesque. Il va donc avoir une idée, tout simplement arrêter. Et vous vous en doutez, c'est pas de l'avis de tout le monde, et notamment de Batista, qui va tout simplement menacer de tout dire à la NBA s'il ne continue pas, et il va lui proposer un deal. 2000 $ si le pari est gagnant, et pas de répercussions si le pari est perdant. Bon, et en vrai, là, il y a deux versions, celle de Donaghy qui affirme avoir été menacé par Batista, et celle de Batista qui lui dit que Donaghy était content de cette offre. Bon, je pense qu'on saura jamais vraiment qui ment et qui ne ment pas, mais en tout cas, Donaghy va accepter, et pendant plusieurs mois, Tim va donner des tuyaux à Batista, qui va décider de parier des dizaines de milliers de dollars tous les soirs sur les matchs que Tim arbitre. En vrai, c'est fou, mais Batista, des fois, il venait même donner l'argent à Tim à la fin des matchs, dans un petit sac en craft. Bon, et là, il y a une question qui m'est venue à l'esprit quand je faisais mes recherches, c'est est-ce qu'il donnait juste des tuyaux, parce qu'il avait des informations concernant les arbitres qui arbitraient la partie, ou alors est-ce que Tim truquait vraiment les matchs? En vrai, c'est assez compliqué de répondre à la question, parce qu'il semblerait que Tim truquait les matchs, mais de manière plutôt discrète. En sifflant un peu plus de fautes supplémentaires pour avantager une équipe, et il l'avouera au FBI durant un interrogatoire, mais il est possible qu'il ait inconsciemment avantagé une équipe. Comme ce match de mars 2007 entre Houston Rockets et les Boston Celtics. Pendant toute la partie, Donaghy enchaîne les coups de sifflet un peu douteux. Des fautes invisibles aux yeux du public mais qui ralentissent les Rockets et manifestement l'écart de points dans une fourchette bien calculée. Exactement ce dont Donaghy avait besoin pour que ses paris soient payants. Et des années plus tard, des analystes vont étudier les matchs et les paris que Donaghy avait fait. Le verdict est sans appel pour eux, Donaghy aurait bel et bien manipulé le score, tout ça pour assurer le profit de ses paris. Nous sommes désormais en 2007 et le FBI mène une enquête sur la mafia et plus précisément sur la famille Gabino. Et c'est ce qui va faire tomber Tim. En fait, l'argent que gagnait Batista avec les paris circulait un peu partout et notamment dans les mains de la mafia. Alors est-ce que Tim était au courant ou pas? On ne le saura jamais vraiment, je pense, il a toujours avoué au FBI qu'il ne savait pas. Mais l'enquête va continuer et le FBI va discrètement mettre tous les appels de la mafia sur écoute et le lien entre Batista et Donaghy est rapidement fait. Alors que le FBI scrute les communications de la famille Gabino, il tombe sur des conversations qui parlent de basketball. Intrigué, il découvre qu'un certain Jimmy Batista a un bookmaker bien connecté dans le monde du sport et des paris. Batista a des liens étroits avec des parieurs à travers le pays et fait fructifier leur argent en pariant non seulement sur des matchs de NBA, mais surtout sur des matchs bien précis et bien particuliers. En remontant la piste, le FBI tombe sur des appels entre Batista et Tim Donaghy. Il réalise rapidement que Donaghy pourrait être plus qu'un simple arbitre, passionné de basketball. Il pourrait bien être au cœur d'un réseau de paris illicites avec un rôle clé qui dépasse largement celui du cadre du terrain. Le problème, c'est que Tim, lui, pense que tout se passe discrètement, il croit qu'il peut jouer avec les marges, placer les paris, influencer quelques matchs ici et là, sans vraiment attirer l'attention. Le problème, c'est qu'il ignore que derrière chaque appel, chaque petit arrangement avec Batista est enregistré, et les taux se resserrent, le FBI, toujours plus proche, commence à accumuler les preuves. En fait, à partir de 2007, la question n'est plus de savoir si Tim est vraiment impliqué, mais bien de comprendre l'étendue de sa participation. Combien de matchs a-t-il influencé? Combien de fois a-t-il truqué des coups de sifflet pour satisfaire Batista et les autres parieurs? Pour le FBI, l'étape suivante est inévitable, il est temps d'interroger Donaghy et de mettre à jour les coulisses d'une des plus grands scandales de l'histoire du sport américain. Nous sommes donc le 9 juillet 2007 et le FBI tient enfin toutes les preuves pour arrêter Tim Donaghy. L'homme qui quelques mois plus tôt sifflait les fautes sur les plus grands parquets de la NBA est maintenant menotté et escorté par les agents fédéraux. En un instant, sa vie bascule. Au final, le procès a été assez rapide et Donaghy va être condamné par le tribunal à 15 mois de prison pour sa participation au scandale des jeux de hasard. Donaghy aurait pu encourir jusqu'à 33 mois, mais le juge a réduit sa peine à 15 mois en échange d'une coopération pour donner des informations supplémentaires sur la mafia. Il avouera pendant le procès « J'ai fait honte à moi-même, à ma famille et à la profession.
Quant à Batista et Martino, ils ont eux été condamnés à respectivement des peines de 15 mois et de 365 jours. Et en vrai c'est assez fou, mais David Stern, le directeur de la NBA de l'époque, va même réviser les directives sur le comportement des arbitres et de la NBA lors d'une réunion du conseil des gouverneurs en 2007, une fois que l'affaire a éclaté. Malgré l'accord de travail pour les arbitres qui leur interdisent de participer à presque toutes les formes de jeux d'argent, une enquête interne va être lancée et va révéler que plus de la moitié des arbitres qui officiaient dans la ligue avaient déjà fait des paris dans les casinos, mais pas auprès des bookmakers. Ils vont donc décider d'assouplir les règles en termes de paris et de jeux d'argent pour les arbitres. Et aujourd'hui, ça c'est fou, mais les arbitres de NBA, ils peuvent jouer à des jeux d'argent sans parier sur des matchs, bien évidemment. Bon, normalement l'histoire elle est terminée, mais je trouve intéressant de vous raconter ce qui est devenu Tim aujourd'hui. Il va sortir de prison le 4 novembre 2009, il va passer sur plein de plateaux TV, il va même écrire un livre et sortir un film en 2017 qui retrace toute son histoire, et sûrement vivre de ça. Mais récemment, en 2021, il va se reconvertir et redevenir arbitre. C'est là que j'ai un peu bugué, parce qu'il va redevenir arbitre, pas de basket, mais de catch professionnel. C'est un peu fou en vrai quand on y pense, mais pourquoi pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à la partager. Je vous dis à bientôt, c'était Alexis.